Good afternoon, ladies and gentlemen. We are going to start now the workshop number 4, which the focus is the subject citizenship and social participation in management water landscape. As someone has told this morning, there exists a link, a symbiosis between water and civil society. In that sense, citizenship and public participation are essential features to ensure the sustainability management of this natural resource. The present workshop will allow us to learn about a set of approaches and reflections about the cultural and social dimensions of water in landscape. And we are welcoming Mrs. Corinna Wacker, Professor of College of Life Sciences from Switzerland. With her presentation about integration of cultural diversity and sustainable water landscape management through centuries in a very interesting place in Ladakh, India. The floor is yours. Good afternoon. Thank you very much for this very kind invitation of Maguelone Desjampons to this workshop. And I would like to share with you first some thoughts we have concluded in a publication together with UNESCO and links on indigenous knowledge on water and on the issue of cultural diversity to find out whether there are certain generalities which matter a lot in ecosystem. As a social anthropologist and cultural anthropologist, we deal with cultural landscapes and we deal in landscape anthropology in trying to find out the meaning people give to their landscape and to make it useful in landscape planning and management. As the landscape convention, as defined in the landscape convention, landscape is an area as perceived by people whose character is the result of the actions and interactions of natural and human factors. People adapt to their environment. Sorry. Good. Depending on their cultural heritage and practice, people perceive different elements in the same ecological environment and handle them differently and vary on the cultural values they attribute. Cultural diversity can indeed be a very important asset in sustainable water landscape management, as I will try to show with an example. When we try to classify the variety of cultural knowledge about the landscape, as you know, water has of great value in all cultures of the world, we can classify the variety, the cultural diversity into 3 types. For one, there are many societies in the world who are water harvesters. Their complex cosmologies and myths reveal to them where to find water. And studies on their intangible cultural heritage inform us about their deep sense of interdependence with the water and the landscape, and about their self-identity as being inseparable of the ecosystem in which they live. Secondly, many farmers are involved, or we call them water and fertility preservers, probably as adaptation as human response to a more arid climate. Some 12,000 years ago, people learned how to optimize water and how to reproduce the circles of life and of fertility in an area. Among farming societies all over the world, the belief is widespread that the good maintenance of fertility in the soil and vegetation can bring forth springs and
can, in the tilled and untilled land, and it can create land in a landscape. So, agrarians, religions have not only cyclical concepts of time and of renewal, adding time and space to mankind's reflection on its dependence from the earth, but farmers adapt, reproduce, repair, and improve their water landscape to optimize for the present and for the future generations. So they are again very important contributors to sustainable water landscape management. We can also group other societies. This is the second slide. Other societies can be classified as hydraulic societies, horticulturalists, who have created gardens by using a larger space around them for gathering resources, developing also division of labor between those who travel far and those who cultivate in a very intense sense in gardens. Their architecture has added the dimension of using also moisture and of using shade in managing water. Cultural diversity. So, depending on the cultural heritage and practice, people perceive different elements in the same ecological system. And now, on a theoretical level, our approach, we call it constructivism, means that we try to find out action, how it is communicated, enabling and authorizing people in managing the water in their landscape. And this I would like to show with an example of a very complex cultural area. This area, called Ladakh, is situated between India and China on an altitude between 2,500 and 4,500 meters. Some 230 oases have been formed by the people, and they live from long-distance trade, relating 5 cultural areas to each other, which is Central Asia, then Tibet, China, then India, the Ganges region, Kashmir, and also Iran and Afghanistan. In this environment, nothing grows for itself. You can see here the high mountains. There's a long history of how this civilization developed. But the main aspect here is to try to find out how people give their own sense of identity in this landscape and how they created, actually, the oasis. So one means to assess it is to find out about the songs and about the myth of migration and arrival, such as here, that slide, the Dardic people saying, oh, we were ibex hunters, then we went across the mountain, we fell asleep, and we ran home, and next year when we came again, we saw how fertile that area is. The flowers came up spontaneously. We shoot an arrow, and we built a village. They then met. Since then, and up to today, they celebrate the fact that fertility comes into being through the agricultural practices they had. But my point here is to say they could never create these oases if they would not be in an intense relationship also with animal herders. And they come here from the Tibetan China area. They met and they created a very complex local relationship with various animals depending on the specific passes, traveling animals, and so forth. The point here on this slide I would like to show is that how they have created a specific space. They bring water up to 10, 15 kilometers in man-built canals hauled by roots of plants to areas suited for farming, and they cultivate on 5 different altitudes between where it is flat up to the high mountains, and then they bring the fertility and the water to the place where farming can be made. Agriculture in this area cannot be done on the natural conditions, but actually it's a man-made environment. And what these few slides want to show to you
is that it's a collective effort. It's a collective effort done with a scheduled calendar based on the solar observation, on the lunar calendar, and of monthly festivities. It's a collective activity where fertility and water is brought to the land and it is created. The land rights and the water rights reside with the people who manage the land. They have produced enough food to allow long-distance trade for 2,000 years to go through this harsh environment where they needed some 3 months of traveling to go through. Now, local government of this area has to cope also with water scarcity. For one, with the tourists coming, with their demands on water, where separate water systems were created, where the hotels are situated, and secondly, by encouraging the local management system. There are 2 elements to highlight here at this conference. One is the ritual, the knowledge about the water, mainly the idea that when water is not there in the landscape has not been well managed, the fields. And so ceremonies are held, again, songs are held, rituals are held to find out why the complex management has had some problems. And secondly, the government encourages local inventions, such as here from one engineer who found out that now in the context of climate change and sometimes water scarcity, artificial glaciering could be a solution. So his invention was to build on the traditional mode of technique, no concrete, it's too high up in the mountains, but to build walls and then to stock the surplus water in summer and flowing down in summer at such an altitude that it becomes usable and accessible in spring when needed for planting. Local inventions promoted by local governments means flexibility in planning with the people who create the landscape and maintain the water in an area where there wouldn't be. This slide shows you also the beauty of the landscape, which has to do with the many ceremonies holding place by the people, religious but mainly also folk ceremonies, where the knowledge is transmitted. So here a slide with one of their folk songs. Time is short. I would like to read to you one of their songs and to come then to my conclusion. The people sing when they harvest, they sing when they dig the ground, they sing when they bring the water. There are more than 400 marriage songs, about 1,000 songs for almost every activity. It's a very rich oral tradition. One, as an example, O Taru, one of the villages, my home. On the heights of Taru, my home, up there in the heights, there is a glacier foaming. When the glacier comes from the heights, it will give birth to a turquoise lake, and from the lake flow out bubbles water, bubbling, dancing water. It shows how blessed is Taru with good fortune. This is the stream of Taru, my home, flowing impetuously, foaming, but, my love, if you pass by, for you it will be gentle and slow. The songs narrate about traveling, about the glaciers, they represent a cultural self-image of a distinct Ladakhi identity. The songs represent the ways in which the people have situated themselves in relation to the broader environment, to China, India, to Tibet, to Iran, but it emphasizes the work. So you have an overlayer of meaning, the actual meaning with action done by the people to maintain the landscape, as it is narrated in the communication daily praxis
as it is repeated and emphasized in collective cultural events such as folk dance. The local government has noticed that and is much working also with broadcasting in giving emphasis on this adapted skill. To conclude, the Landscape Convention says we want to make a strong forward-looking action to enhance, restore, or create landscapes. People are the maintainers of landscapes through their practices and through their knowledge. As the convention opens up to other areas outside of Europe, we hope as cultural anthropologists, landscape anthropologists, to contribute to say that this knowledge resides in different practices. In my understanding, the subjective perception of the landscape is enrooted in the praxis and in the culture of the practice of the people in their environment. Landscape policies should therefore look at the right of the local practitioners to invent adaptation and transmit their knowledge and techniques in one of the 6,500 human languages existing in the world, and create rules to share the benefits, such as from tourism, with those who actually manage the land, as it is done in various cases. Thank you very much. Thank you very much for such interesting presentation. And I would like to ask for other speakers, take no more than 6 minutes. Thank you. And now inviting Mr. Pietro Laureano, architect and urbanist from Italy, with his presentation, The Water Atlas, Traditional Knowledge for the Fight Against Desertification. Le grand écrivain Marcel Proust, il a dit les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Aujourd'hui, c'est la première fois dans la planète qu'il y a une grève d'étudiants, de jeunes étudiants, contre les changements climatiques. Malheureusement, on aurait dû faire ça il y a 40 années, quand on avait commencé, avec beaucoup de personnes qui sont ici, avec Laurine aussi et des autres. Mais il faut le faire. Notre planète Terre, il faudrait l'appeler la planète eau, parce que c'est le seul avec cette couche d'eau dans les systèmes solaires. Et moi, j'ai écrit un livre, Atlas de l'eau, justement. Ce n'était pas un atlas de terre, comme les gens le font toujours, mais c'est de l'eau utilisée dans des zones où l'eau, il n'y a pas, on ne la voit pas. Et je travaille sur l'eau, où l'eau, apparemment, il n'y a pas. Et vous voyez ici, cet garçon, c'est un nomade en Érythrée, dans les îles de l'Érythrée, sur le mer Rouge, qu'il est en train de créer sa propre pâturage pour ces animaux. C'est un nomade des îles. Vous voyez, ils mettent des pierres. Ces pierres, ils vont rattraper la condensation de l'eau qui arrive dans l'évaporation et vous créez en aval des pierres, il y a de la pâturage. Il a créé son univers vivable avec une connaissance traditionnelle qui sont les mêmes qu'il crée des paysages extraordinaires en toute la planète. Mais je vous dis, je vous parlerai des paysages les plus extrêmes, les paysages du désert, les paysages de l'oasis, où le soleil il fait collapser les pierres, mais c'est toujours l'eau qui joue un rôle ici. L'eau, il y a partout. Il est toujours tout autour de nous. C'est le vapeur d'eau qui nous fait vivre. Et vous voyez ici, on a un paysage sur Terre, que c'est un paysage de sable, un paysage de dunes. Les dunes, ils sont façonnés par le vent, mais les paysages qu'on a sur le ciel, c'est des nuages, c'est un paysage d'eau. Et c'est la même forme. C'est la même forme parce qu'on comprend que c'est le vent qui a créé tout ça. Et ce type de lois, c'est les lois que les gens sur place, ils apprennent, ils connaissent pour créer l'oasis. Vous voyez la différence? Dans le désert, il n'y a rien. Dans l'oasis, il y a la vie. Mais c'est l'homme qui ramène l'eau dans l'oasis. Vous voyez ici, on peut créer une dépression. La dépression, pendant la nuit, il crée de l'humidité.
après, cet espace il doit être protégé par la palmier dattier, que c'est une plante merveilleuse. Il y a de l'ombre, des insectes sont attirés. Les insectes, ils meurent. La mort de ces organismes, il crée la possibilité de la vie par des autres. Il va se créer l'humus. Et l'humus, c'est la terre avec l'eau et la vie. Et c'est la substance qui crée la possibilité d'y être dans notre planète. Et ça, c'est l'oasis, c'est un exemple de protection. Il faut protéger l'espace, il faut protéger la plante, mais après, on arrive à créer des grands environnements. Vous voyez ici, la dune aussi, c'est artificiel. C'est créé par le vent. C'est en utilisant la force du vent, on brise le vent pour créer la dune. Et l'oasis, après, il utilise la masse de la dune pour avoir de l'eau, pour attraper de l'eau sous terre avec des canalisations, les canates qui ramènent l'eau à l'oasis. Et on peut transformer des terrains arides, stériles comme ça, les Sahara, in de grands espaces fertiles avec la dune, la palmier, que c'est un plant cultivé, domestiqué. Donc tout est fait par l'homme. Et ça, c'est les travaux de canalisation souterraine. Et ça, c'est les systèmes qui réfléchissent tout l'oasis et les systèmes de répartition de l'eau dans l'oasis qui créent une véritable beauté et un système symbolique pour répartir toute l'eau selon des signes qu'on met aussi sur les corps. Les chevelures des femmes sont créées pour rappeler les systèmes de l'oasis et la création de ces systèmes complètement artificiels que c'est l'espace de l'oasis managé pour une capacité de gérer un écosystème autocatalytique, qu'il crée ses propres ressources, qu'il aumente ses propres ressources, qu'il amplifie, et c'est un message pour la Terre entière. Ici, il nous appelle d'Aloman. Il y avait des canalisations souterraines, vous voyez ici les canates qui ramenaient plus de l'eau. Ils ont essayé de les restaurer, et l'ont restauré avec le béton. C'est des bons bétons maniens, ils ont créé une canalisation en béton, et ça ne marchait plus. Il n'y avait plus l'eau. Et nous, de l'UNESCO, on disait, on veut que les restaurations soient faites avec la pierre, comme il faut, comme ils étaient. Et les gens, ils croient que c'est un fait esthétique seulement, que c'est seulement de l'archéologie romantique, romanesque. Non, on le fait parce que sinon, ça ne marche pas. Si on ne le fait pas comme il s'était, ça ne marchera pas. En effet, on l'a fait en béton, c'est des galeries drainantes, du filtrage, ça filtre l'eau, il est dehors, mais il n'y a pas dedans. Et ils ont mis un tube aussi pour ramener l'eau, mais ça ne marche pas, c'est très peu. Ils sont restés complètement sans eau. Et ça, c'est une métaphore de ce qu'on est en train de faire. Avec les technologies modernes, des fois, on perd complètement la capacité, dans les longues périodes, de manager l'écosystème. Les connaissances traditionnelles, par contre, il était prêt à répondre à les nécessités de l'écosystème et des sociétés et des peuples dans les longues périodes. Et vous voyez ici les différences entre la technologie moderne et qu'est-ce que, par contre, la tradition il fait. Et donc, c'est pour cela qu'on a créé une banque de données sur les connaissances traditionnelles avec l'UNESCO. Vous pouvez la trouver sur Internet, à cet site, Traditional Knowledge World Bank, tkwb.org. Et toutes les connaissances ont été recensées avec des icônes. Ça sont seulement les connaissances sur l'eau. Et avec ça, on a commencé à faire des projets dans le monde. Je vais présenter rapidement deux projets, un en Algérie dans le désert et un autre en Italie à Matera. Vous voyez ici, c'est le même système qu'on a retrouvé dans les tapis, dans les chevelures des femmes, dans les racontes de l'oasis. Et c'était en effet dans le désert algérien des oasis qui étaient abandonnées, des canalisations qui étaient abandonnées. Ça, c'était la situation sur Terre, on l'a repéré sur Google. Ça, c'était la situation, on a travaillé sur ça avec des personnes sur place. Ben Hassan, qui a travaillé avec nous, qui était de la famille, qui habitait cet endroit il y a 50 années. Après, c'était abandonné. Bon, on a retrouvé les canalisations souterraines, on l'a restauré, et à la fin, l'oasis, il s'est développé encore parce qu'on a retrouvé l'eau. Et maintenant, le gouvernement algérien, il a créé 80 oasis de cette façon. Et donc ça, il a aussi ramené à repenser la convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel, en changeant l'idée d'une conception d'universalisme à une conception plus liée vers le paysage. La vision du paysage, il a contribué à revoir d'une façon évolutive la même convention du patrimoine de l'humanité en passant d'une hypothèse monumentalistique de restauration du monument
à la conception évolutive de la gestion du paysage. Et ça, c'était l'expérience de Matera. Dans les 1993, je suis rentré à Matera. J'avais travaillé avec l'UNESCO dans tout le monde, j'avais vécu en Algérie plusieurs années, et je suis revenu à Matera et je l'ai candidaté comme paysage culturel. C'était le premier paysage culturel candidaté pour l'UNESCO. Et Matera, à l'époque, il était complètement abandonné. Et je vais rapidement. Vous savez, Matera, tous les habitants ont été chassés, parce que c'est une honte habiter à Matera comme ça. Et donc Matera est en train de se détruire complètement. On a relis Matera, on a écrit à l'UNESCO, on a fait le raconte de Matera en tant que système de captation d'eau, en tant que système extraordinaire de symbiose entre nature et culture. Et vous savez, Matera maintenant, c'est capitale mondiale de la culture européenne. Et donc Matera, c'est un grand succès. Et je vous invite à venir à voir cette grande expérience de récupération en Matera du système d'eau. Avec la récupération du système d'eau, on a récupéré les paysages. Et ça, c'est ma maison à Matera. Je termine avec ces photos. J'ai restauré la maison. Quand je suis rentré à habiter ici, Matera, c'est ma ville d'origine, ma mère, il a pleuré. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire à Matera? Maintenant, c'est un succès mondial. Ça, c'est la restauration de la maison. Vous voyez, très simple. C'était des systèmes de captation d'eau. Vous voyez, dans la cuisine, les robinets, il y a toujours deux. C'est un pour l'eau potable, pour l'eau de la mairie, et l'autre pour l'eau de pluie, qu'on capte et on utilise pour les sanateurs, pour se laver. Ça, c'est une manne. Et ça, c'est à l'intérieur des grottes de Matera restaurées, avec des fleurs et un système d'écologie important pour le monde entier. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant en Matera en tant que restauration. Et tous les journaux, ils ont parlé de ça. Même en Espagne, le Dominical, il m'a dédicacé la première page. Je dis, si la Chine suit notre modèle, l'humanité sera détruite. Ce n'est pas parce que je suis contraire à la Chine, parce qu'ils sont beaucoup. Mais les Chinois, ils m'ont invité en Chine et on a décidé de commencer à restaurer les villages chinois. Et ça, c'est Matera qui enseigne l'expérience aux Chinois, que c'est une chose extraordinaire, impossible à croître. Et l'expérience de Matera, pour la Chine entière, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont pris une autre direction, ils ont entamé une politique de retour au village traditionnel, et ça c'est vraiment important parce qu'à la fin, qu'est-ce que nous on cherche de faire? C'est de refaire des conditions viables pour le peuple. Les nomades maintenant, il a créé sa propre eau, il est en train de travailler pas pour le passé, mais pour le futur, parce que le futur de notre planète, il sera possible seulement si on va récupérer cette connaissance, et on le fait pour tous les peuples de notre planète Terre. Merci. Thank you very much. We are giving the floor for Mr. Henry Smets, member of the Water Academy from France, with presentation, implementation of the right to the water on wide scale, the social tariff. Please. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette remarquable réunion et pour l'excellence des travaux qui sont présentés. Je vais vous parler du droit à l'eau. C'est un sujet qui est bien connu, mais qu'il soit bien clair que le droit à l'eau ne se limite pas à donner un verre d'eau à celui qui a soif. Il faut lui donner suffisamment d'eau pour qu'il puisse préserver sa dignité. En clair, ce n'est pas donner un verre d'eau, c'est donner plusieurs seaux d'eau par personne et par jour. Ça, c'est le droit à l'eau. Ce n'est pas la charité. Le droit à l'eau a été inventé, créé ou retrouvé, je ne sais pas ce qu'il faut dire, au cours des 20 dernières années. Dans la plupart des pays, on s'est mis à introduire dans la législation une expression de droit à l'eau pour tous, sans discrimination, et même dans certaines constitutions. Un des premiers signes de l'introduction du droit à l'eau fut l'adoption
par le Conseil de l'Europe de la charte des ressources en eau. Cette charte prévoit que chacun doit avoir accès à l'eau qui est nécessaire pour ses besoins élémentaires. C'est très important parce que c'est la même idée qui a été reprise par toute une série d'autres organisations après le Conseil de l'Europe. Et par exemple, en 2010, les Nations Unies, dans son Assemblée générale, a adopté une résolution qui crée le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Initialement, certains pays d'Europe ne l'ont pas soutenue, cette résolution, mais finalement, tout le monde s'est mis d'accord, et maintenant, c'est la terre entière qui reconnaît le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement, du moins en principe. En 2015, les droits à l'eau a fait un pas très important puisqu'il a été reconnu que d'ici 2030, chacun devrait avoir accès à l'eau à un prix abordable, à l'eau de qualité et à un prix abordable. Alors, deux mots sont importants dans cette expression. Un, c'est chacun, c'est-à-dire sans exception, et abordable, c'est-à-dire pas un prix trop élevé. Ultérieurement, la notion de droit à l'eau a été travaillée dans d'autres organisations internationales et en particulier à l'Union européenne. L'Union européenne l'a reconnu au niveau du Conseil des ministres dès 2010 et, très important, lors d'une réunion à Göteborg en 2017, l'Union européenne, comme que ce soit le Conseil, la Commission et le Parlement européen, ont tous adopté le principe que l'homme devait avoir accès à certains biens essentiels. Et là, ce qui est important, c'est qu'on a défini quels étaient les biens essentiels auxquels on devait avoir accès. Et il s'agit de l'eau et de l'assainissement, il s'agit de l'énergie, il s'agit des transports, des services financiers, des banques, et également donc, le dernier qui m'échappe, c'est ça, les communications digitales. Donc, on a certains biens reconnus comme devant être disponibles pour tous. Ça veut dire que si on ne les a pas, on doit les obtenir quand même. Autrement dit, il faut que quelqu'un paye pour vous si vous ne avez pas accès à ces biens. Il ne s'agit pas de vendre simplement certains biens. Donc le droit à l'eau fait partie de ces biens essentiels qu'il faut avoir. Et cela a été reconnu, et le texte va encore plus loin, car il dit que ceux qui n'ont pas accès à ces biens, eh bien, il faut venir en aide. L'aide doit venir pour que chacun y ait droit effectivement. C'est très beau de faire des descriptions internationales dans ce domaine, encore faut-il être en mesure de les mettre en œuvre. Et là, c'est là que se trouve la difficulté. Chacun a droit à l'eau. Belle phrase. Qui n'a pas accès à l'eau dans nos sociétés? Je ne parle pas des sociétés où il n'y a pas d'eau, je parle dans les sociétés où il y a de l'eau. Je parle de l'Espagne, je parle de la France, je parle de toute l'Europe. Il y a de l'eau partout. Qui n'a pas accès à l'eau? Eh bien, il y a ceux qui ne peuvent pas se payer l'eau potable parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour le faire, ou on leur a coupé l'eau parce qu'ils ne l'avaient pas payée, ce qui revient au même. Ils n'ont plus d'eau. Et il y a encore ceux qui n'ont pas de tuyaux d'eau, d'accès d'eau du tout. Ce sont ceux qui vivent sous la tente, ceux qui sont en déplacement permanent,
les migrants. Vous me direz, c'est malheureux, ça pourrait être amélioré. Oui, ça ne sait pas, ça pourrait être amélioré, ça doit être amélioré. Et c'est tellement vrai que le gouvernement français a été condamné par le Conseil d'État pour n'avoir pas donné aux migrants illégaux à Calais l'accès à l'eau et aux toilettes. Et c'est le Conseil d'État en France qui a condamné l'État. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une blague, il s'agit de mettre en œuvre un droit réel. Droit réel, mettre en œuvre. Voilà tout le problème. C'est très difficile à faire et c'est coûteux. Mais c'est surtout que nous n'avons en général pas envie de le faire. On parle, tant qu'on n'agit pas, ça ne coûte pas cher. C'est mettre en œuvre le droit à l'eau, c'est commencer par dire combien de litres d'eau chacun a droit. Combien? C'est grave. On ne sait même pas combien on a droit. Dans quelle législation trouve-t-on de quoi mesurer cette quantité d'eau à donner à chacun? Alors il y a quelques exemples. En Italie, par exemple, c'est une loi. Et en Italie, il y a une loi qui dit qu'il faut donner 50 litres d'eau par personne et par jour. En France, il n'y a pas ce texte. Et je ne sais pas s'il existe en Espagne. Mais ça mérite d'être approfondi. Donc on ne sait même pas ce que c'est, combien il faut donner. Alors, on pourrait s'inspirer de ce que fait des textes comme ceux de l'OMS, qui dit qu'il faut donner au minimum 20 litres en période d'urgence. 20 litres, c'est trop peu. 20 litres par jour et par personne, ce serait un chiffre trop bas. Et ma préférence serait que l'on fixe un droit à l'eau à l'ordre de 75 litres, peut-être 50 litres par jour et par personne. Voilà ce qui pourrait être le droit à l'eau s'il était réel. Vient ensuite le problème et c'est là que ça devient encore plus compliqué, c'est qu'on dit bien qu'il faut que chacun ait droit à l'eau, mais qui ne l'a pas. Je vous ai dit, il y a de nombreux groupes de population. Ces populations n'ont pas l'accès à l'eau potable. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, c'est horrible à dire. Pensez, où font-elles leurs besoins? Sont-elles mauvais? Est-ce que les enfants vont à l'école et sont chassés par leurs petits copains parce qu'ils sentent mauvais? Ça, c'est les gens qui n'ont pas le droit à l'eau. Ce sont les pauvres que nous ne voulons pas voir et qui n'ont pas ce droit. Alors il faut agir. Il ne suffit pas de pleurer, il faut agir d'abord. Agir, c'est, pour commencer, abandonner l'idée farfelue que l'eau est un bien qui se vend. Oui, il se vend pour ceux qui peuvent payer, mais pour ceux qui ne peuvent pas payer, c'est un bien qu'il faut rendre abordable. C'est un objectif millénaire, c'est un objectif que nous devons respecter. Il n'y a pas de sens de reconnaître un droit s'il ne peut pas être mis en œuvre pour les pauvres. Des pauvres, il y en a trop, mais il y en a surtout beaucoup. Ils se calculent en pourcentage de la population, que ce soit 1%, 10%, 20%. Voyons ce qui se passe pour les États qui ont agi. Je prendrai un bon exemple. L'exemple, c'est celui de la Flandre, en Belgique. En Flandre, 7% de la population reçoit son eau à un prix plus bas que les autres personnes. Voilà, l'action est prise, l'action est possible. À Malte, c'est 16% de la population qui est aidée. Ceci donne une idée du nombre de personnes qu'il faudrait aider. De même, il faudrait aider dans d'autres pays, comme la France, un pourcentage suffisant de la population, quelques pourcents au minimum. Sans quoi, on fait semblant. Alors, le gouvernement français a fait semblant pendant de très nombreuses années et il vient de prendre une décision importante qui est celle de créer un ensemble de chèques eau. Ces chèques eau sont une aide financière apportée automatiquement à ceux qui ne peuvent pas payer l'eau.
automatique. Il ne faut pas aller le demander, il ne faut pas fournir des papiers, il ne faut pas aller mendier son eau, il faut recevoir ça bien tout seul, par la poste. Et l'on peut ainsi compenser par un chèque eau le fait que l'eau est plus chère qu'elle n'était auparavant. L'eau peut être donc aidée, et c'est le sens des chèques eau français qui ont été mis en avant par le gouvernement actuel. Il n'est pas encore mis en œuvre, mais je vous donnerai quand même un exemple que ce n'est pas de la blague. Le chèque, dans le domaine de l'énergie, plus de 5 millions de ménages en France reçoivent un chèque énergie, c'est-à-dire reçoivent de l'argent parce que l'énergie est trop chère pour eux. 5 millions. Si on peut mettre un chèque énergie pour 5 millions de personnes, on peut également donner de l'eau à un plus petit nombre, parce qu'en France, l'eau n'est pas très chère. On peut donner donc en France de l'eau à 1 million de personnes. Mais donner de l'eau à un prix, pardon, pas de l'eau, donner des chèques eau à 1 million de personnes, ça veut dire 1 million de chèques à rédiger, 1 million de chèques à vérifier, etc. Et plus on compliquera le système, et moins il marchera. C'est pourquoi il a été décidé que ce sera un système automatique avec une seule liste de personnes qui le reçoivent, la liste des gens qui reçoivent le chèque énergie, qui recevront le chèque eau en plus. Voilà une méthode d'agir, agir de façon sur une grande échelle et de ne pas se contenter pour un bien qui est un droit, à obliger les gens à aller commander, faire des queues, faire des papiers, fournir des justificatifs et les refournir tous les ans, comme ça se passe en général dans les systèmes d'aide qui sont mis en place. Merci. Thank you very much. And now we give the floor to Mr. George Lucinet, Vice President and General Manager, Impressionism Roads, Water and Light Association from France. And I would like to ask to impress us very strong but quick. Thank you. Bien, j'attends le... Voilà. Thank you very much. Bien, je ne vais pas commencer comme tous les orateurs en remerciant Maguelone de Nampons. Par contre, je vais la féliciter parce que lors de notre dernière rencontre, nous avons compris en même temps tous les deux quel parti positif nous pouvions tirer d'une coopération étroite entre vos préoccupations de la Convention du paysage et nos préoccupations des itinéraires culturels européens que je représente ici, et particulièrement de la route des impressionnismes, qui sont, comme vous le savez, les magiciens de l'eau, les créateurs de la lumière, et qui, mieux qu'eux, peuvent faire comprendre et faire connaître le paysage, faire connaître les reflets, faire connaître l'eau à tout le monde, y compris et surtout aux jeunes. Et évidemment, avant de protéger le paysage, il faut le comprendre et le connaître. Je passe donc tout de suite, parce que j'ai compris que nous étions en retard, et je vais essayer de respecter les 7 ou 10 minutes. Je n'ai pas bien compris quel était notre droit. En vous parlant donc de l'impressionnisme et de ses rapports avec l'eau. Tout commença un matin de 1872 au Havre, par quelques vaguelettes sur le port peintes par Claude Monet, excusez-moi, et ces vaguelettes allaient faire beaucoup de vagues dans la suite des événements et dans l'histoire de l'art. Les reflets changeants de l'eau, des rivières, de la mer, sont devenus pour Caillebotte, Renoir, Whistler, Cézanne et surtout Signac une réalité incertaine et indéchiffrable qui s'attache à reproduire ou à suggérer de façon pérenne. Ce thème les a fascinés. Il est pour eux le révélateur de la beauté profonde. L'eau devient à la fois un sujet et une source d'expérimentation visuelle. L'intérêt des maîtres de l'impressionnisme ne se pose plus uniquement sur le paysage dans son ensemble, mais sur l'élément eau et sur ses possibilités de rendre les effets atmosphériques, les jeux de lumière, le miroir du soleil,
C'est l'eau, nouvel espace de liberté, qui permit aux impressionnistes de faire souffler une brise de modernité dans leurs œuvres. L'intérêt qu'ont manifesté les impressionnistes, et notamment Claude Monet, aux estampes japonaises, n'est pas étranger à cette omniprésence de l'eau dans leurs œuvres. La grande vague de Kanagawa, que tout le monde connaît bien entendu, réalisée par Osukai en 1831, représentait déjà l'image d'un monde éphémère et flottant et la volonté de saisir la nature en mouvement. Plus largement, ce sont les plaisirs de l'eau qui vont symboliser la transformation de la société de cette fin du XIXe siècle. Ici, j'ai le grand plaisir de vous présenter le ciel étoilé, la nuit étoilée de Van Gogh, au-dessus d'Arles et du Rhône, qui est l'un des plus beaux tableaux sûrement représentant les reflets. Ce sont les plaisirs de l'eau qui vont symboliser donc la transformation de la société du XXe siècle. De la côte normande aux rives de la Seine, de la Grenouillère à l'île de la Grande Jatte, de Chatou à Argenteuil, la représentation de la vie sur ces nouveaux lieux balnéaires et leurs variations atmosphériques, ici, le célèbre tableau de Renoir, La Grenouillère, Monet a peint le même. La musique elle-même n'échappera pas. Et ici, le tableau de Georges Seurat, un dimanche après-midi d'été à la Grande Jatte, qui est le tableau créateur et symbole du pointillisme. La musique n'échappera pas à l'ambiance créatrice diffusée par le mouvement impressionniste. L'esprit d'intolérance envers l'art académique et la tentative de rechercher de nouvelles formes d'expression plus proches de la réalité et de la vie se retrouvent en musique dans les œuvres d'Alexandre Scriabine, de Maurice Ravel, mais surtout de Claude Debussy. Tout le monde connaît, bien sûr, Prélude à l'après-midi d'un faune et son opéra Péléas et Mélisande. Je vais très vite parce que je suis conscient qu'il faut que je gagne du temps. Suivant les traces de William Turner et de Charles-François d'Aubigny, très entrepreneurs en la matière, certains peintres ont appliqué ce que nous a dit ce matin l'un des intervenants qui nous disait qu'il fallait voir la terre de la mer. Même chose, voir la terre depuis la rivière ou voir la rive depuis la rivière est très différent. Monet a été le premier à s'acheter un bateau. D'ailleurs, Daubigny l'avait fait avant lui, d'ailleurs, donc il n'a pas été le premier. L'idée était de percevoir la nature dans tous ses bruits et dans tous ses parfums, dans toutes ses nuances. Ce bateau de Monet inspira Édouard Manet. Manet qui peint, Monet qui lui peint sur son bateau. Ce tableau a été réalisé à Argenteuil, qui est une des villes évidemment très actives au sein du groupement Impressionnisme Route, dont j'aurais aimé vous parler beaucoup plus longtemps, mais on n'a pas le temps. Paul Signac qui a peint tous les ports de France, qui s'est passionné pour l'eau, qui évidemment a magnifié le pointillisme, ici à Saint-Tropez, a fait venir sur la Côte d'Azur tous ses amis, bien avant Brigitte Bardot, bien avant Colette. C'est Signac, le vrai créateur de Saint-Tropez. La mer elle-même n'est pas absente, autre forme évidemment de l'eau, n'est pas absente de l'impressionnisme. Si les impressionnistes sont plutôt des peintres d'eau douce, à l'aise sur les rivières, il leur arrive de scruter des vues marines à l'instar du maître et précurseur, vous l'avez tous reconnu, Eugène Boudin, ici évidemment Honfleur, au large d'Honfleur et du Havre. Cézanne, depuis l'Estaque à Marseille. La neige, à l'instar de l'eau, a inspiré les impressionnistes. L'un des plus beaux tableaux probablement du monde, La Pie de Claude Monet, que vous reconnaissez ici, qui a été peinte à Honfleur. La neige permet aux impressionnistes de révéler les couleurs sous l'effet de la lumière. Pour ces artistes qui aiment tant les couleurs, peindre la neige est une absence ou un trop-plein de couleurs est un défi intrigant et excitant. Monet donc a peint La Pie. Il a peint ici le chemin au-dessus de Honfleur. Je vais rapidement vous dire un mot sur la technique. J'aurais aimé vous en parler plus longtemps, mais encore une fois, je n'ai pas le temps.
le changement, la recherche des nouvelles formes de couleurs grâce aux travaux du chimiste français Chevreul, bien connu par les impressionnistes, a permis, avec l'invention donc des pigments et surtout l'invention des tubes que les peintres impressionnistes pouvaient emporter dans leur poche, leur a permis de travailler sur le motif et leur a permis de travailler en plein air. Les nouvelles techniques donc se sont matérialisées dès la fin du XIXe siècle. Les couleurs ne sont pas la propriété des choses, il n'y a pas de ton inné, toute couleur appelle sa complémentaire, le noir n'existe pas. Renoir disait un jour, l'un d'entre nous avait oublié sa peinture noire, l'impressionnisme était né. Les paysages ne sont pas oubliés, donc, je vous l'ai dit. Les toiles veulent montrer la vie réelle et même la vie industrielle. Les impressionnistes se sont passionnés pour la naissance de l'industrie, le Paris d'Haussmann et de Napoléon III. Ici, bien sûr, vous l'avez reconnu, la gare Saint-Lazare, peinte par Monet. Je vous invite, si on avait le temps, je vous en aurais parlé plus longtemps, je vous invite à admirer les volutes de fumée qui ne sont pas noirs, qui sont bleus. Les fumées des locomotives sont bleues, gare Saint-Lazare, tout le monde le sait, c'est important. Plus encore, la captation des instants de lumière, fugitive, caressant un sujet, sera au cœur des extraordinaires séries de Monet, la cathédrale de Rouen, bien sûr, et puis, qui avait déjà d'ailleurs séduit au départ William Turner, le vrai père de l'impressionnisme, et puis les Meules, près de Giverny. L'impressionnisme marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Il est la forme ultime de l'amour du réel. L'artiste préfère se vouer à la lumière, à son impalpable et toute puissante présence. C'est ainsi qu'il fut l'école du plein air, mais aussi l'école de l'eau, l'école du fluide, l'école du vibrant, l'école de la lumière. Il a affiché l'ultime flambée de la joie de vivre, exaltée par son accord avec la nature. Seurat et Signac, inventeurs du pointillisme, vont thématiser, comme je vous l'ai dit, la science des couleurs. L'arrivée de Cézanne, imprégnée de la vieille terre de Provence, donnera une importance au plan qui dégage l'essentiel de la forme, tout en conservant la poursuite de la lumière par la couleur. Cézanne est le père de la peinture moderne. Les conditions étaient réunies pour favoriser l'éclosion d'un état d'esprit nouveau qui engendrera des audaces encore plus provocantes. Les styles modernistes vont alors se succéder, nourris par une aspiration à défier, à innover, à inspirer. Les futurs maîtres de l'art moderne, fauves ou cubistes, de Matisse à Picasso, de Derain à Braque, étaient en embuscade. Les mouvements plus ou moins révolutionnaires prendront la relève, symbolisme, expressionnisme, art abstrait, surréalisme, pop art. L'impressionnisme avait ouvert la voie. Je veux, pour terminer, vraiment insister sur ma conviction profonde que nous devons travailler ensemble. Nous vous apportons, à travers l'impressionnisme et à travers nos itinéraires, une part de rêve. Et cette part de rêve est indispensable si on veut promouvoir les paysages, si on veut faire comprendre aux jeunes l'intérêt de les préserver. Nous vous apportons cette dimension, nous sommes prêts à le faire, et je crois vraiment que c'est une synergie incroyable qui peut se faire entre nous. Merci de votre écoute. Now the next speaker is Mr. Yves Lujingboul. He is Director of Research Emeritus of National Center for Scientific Research in France. He is also a co-redactor of the Landscape European Convention. He is going to talk about the role of water in the construction of landscapes, giving us an example that takes place in Spain about the small farmers and their work in terms of production of vegetables in plastic houses. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hablaré de principio en español un poquito para agradecer el Consejo de Europa, Maguelone,
y también Susan Moller por todo su trabajo muy importante de logística. Quiero también dar un vistazo a los amigos que están aquí. Es que he vivido en Sevilla unos años y por eso me siento un poco andaluz. Flamenco no lo sé, pero andaluz sí. Y la transición con la presentación precedente es importante porque organicemos en Sevilla en 92, dentro de la Expo Universal, una exposición sobre el paisaje mediterráneo y exponemos 75 toallas, pinturas de grandes pintores y la pintura de Cézanne, la Mediterránea vista del Estac. Bueno, tengo también un pensamiento a un amigo, pensamiento afectuoso a un amigo que fue antiguo presidente del Convenio Europeo del Paisaje, Jean-François Seguin, que no ha podido venir y que ha vivido un drama en su familia. Bueno, voy a empezar ahora con un punto de vista un poco teórico y luego voy a hablar en français. Bon, donc j'étais ici en Espagne dans les années 79-82 et j'ai travaillé sur l'évolution des paysages de l'Andalousie à la Casa de Velázquez, qui est l'institution, une institution de recherche semblable à la Villa de Médicis en Italie. Et donc j'ai travaillé avec Florencio Zoido Naranjo sur l'évolution des paysages d'Andalousie occidentale, dont le vignoble de Jerez et la région de Sanlúcar de Barrameda, que nous allons voir un peu plus tard. Alors, ça, voilà, un paysage littoral, un paysage de plastique. Alors, on pourrait dire l'effet plastique. Il y a eu un film qui a été fait par la chaîne Arte sur ce paysage et dont j'étais le conseiller scientifique. Et il se trouve qu'au sud de l'Andalousie, et là c'est la vue d'avion, il y a le plus grand périmètre plastifié d'Europe. C'est le Campo de Dalias, où ce ne sont que des serres de plastique où l'on fait des légumes, où l'on cultive des légumes. Alors, le contexte de cette région de l'Andalousie, c'est le latifondium, c'est-à-dire que les très grandes propriétés et les toutes petites propriétés, le minifondium. Alors, les grandes propriétés, c'est plusieurs milliers d'hectares. Par exemple, la propriétaire de mon appartement à Séville possédait 30 000 hectares de sierra. Domecq, grand vigneron de Jerez, lui, c'était carrément 10 000 hectares de vignes. C'est impressionnant. Mais il en avait aussi au Chili. Et puis, des toutes petites exploitations de paysans qui étaient souvent des peones, c'est-à-dire des ouvriers agricoles qui étaient employés dans les grandes exploitations. Il fait très chaud en Andalousie l'été. J'ai connu 50 degrés, peu de ressources en eau et une économie fondée essentiellement sur l'agriculture d'exportation. Alors voilà quelques paysages caractéristiques de l'Andalousie. Vous les verrez peut-être demain si vous allez à Doñana. On voit ici le vignoble de Jerez, voilà les grandes propriétés, les toutes petites propriétés, la dehesa, c'est-à-dire une forêt de chênes verts clairs taillés où l'on élève les porcs ibériques, les grandes fermes éoliennes, le fameux Toro Bravo. Et puis ici, les salines du Guadalquivir. D'autres paysages, je passe très vite. Ici, intéressant, dans un pays très aride, enfin aride, oui, où il y a très peu d'eau. Ici, on est dans un cirque calcaire. C'est là où poussent les pinsapos, la seule relique avec le Maroc de pinsapos au monde, où il pleut 8 mètres d'eau par an. Et voilà les fameux porcs noirs des Pata Negra qui donnent ce jambon extraordinaire que vous avez dû goûter.
Et bien sûr, il y a aussi les villes. Voilà un très beau village que j'aime beaucoup avec son barrage, Zahara de la Sierra. Zahara de la Sierra, évidemment, c'est un village arabe, puisque bien sûr, l'Andalousie a été colonisée par les Arabes. Et ici, l'Alcazar que certains verront demain. Je passe. Alors, l'eau. Il y a plusieurs sortes d'eau. D'abord, une eau qui est structurante, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la géomorphologie. C'est l'eau qui érode, c'est l'eau qui fait des sédiments, etc. L'eau vectrice, qui transporte les sédiments, les graines, les œufs des insectes, les larves. Et l'eau constitutive, c'est-à-dire l'eau qui fait partie de notre corps. Je crois qu'un médecin hier a dit que c'était 60% du corps humain. Il me semblait, comme m'avait dit quand je travaillais à l'Institut Pasteur, c'était 90%, mais je me trompe peut-être. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la qualité et de la quantité. Et chacune de ces eaux joue un rôle dans la construction des paysages. Elles sont toutes en interaction. Alors voilà l'imaginaire des crues de la Loire, hein, bien connu. Ici, en Hongrie, ça c'est un petit clin d'œil à ma collègue Christina, les anciens bras du Bodrog, qui ont formé un paysage particulier. Ici, les marais du Bodrog qui ont l'avantage de favoriser la pourriture noble du raisin de Tokai pour faire des vins liquoreux. Et ici, les lacs de Bandiamir que j'ai pu contempler plusieurs fois. Malheureusement, en Afghanistan, évidemment, on ne peut plus y aller, hein, hélas. Ce sont des lacs de barrage naturels. Comme la température en hiver, c'est moins 40 degrés, ça favorise la cristallisation du calcaire et ça fait des barrages naturels. Je vais très vite. Ici, ce sont les pitons de grès rose à Wishan en Chine, patrimoine mondial. Et ici, bien sûr, les diverses espèces véhiculées par l'eau, les têtards, les larves de moustiques, etc., etc. Et ici, quelque chose qui est assez extraordinaire, qui se trouve au Pérou, sur le lac Titicaca, c'est les villages flottants des Huros, hein, des Indiens, des Amérindiens, qui vivent sur ces îles flottantes avec des pirogues en roseau. Voilà, encore une image. Et voici des espèces invasives des rivières, les silures, le ragondin, et ici la jussie et l'érable négondo. Alors, je vais maintenant parler de l'Andalousie et d'un problème particulier. Ici, on voit les bras du Guadalquivir. Hein, ici, pardon, excusez-moi. Ici, on voit Doñana, où certains vont aller demain, le parc national de Doñana, inscrit au patrimoine mondial comme aire de beauté naturelle et non pas de paysage naturel, parce que cette catégorie n'existe pas dans la convention de l'UNESCO de 92. Et ici, les bras du Guadalquivir qui ont changé. Et donc, nous allons parler de ceci. C'est une colonie agricole que vous allez voir, les marais du Guadalquivir avec les flamants roses, les canaux, colonisés d'ailleurs par les Romains. On retrouve encore les fours qui fabriquaient les drains en poterie. Alors, cette Algaïda, c'est une colonie agraire qui a été créée en 1914 dans le contexte de la colonisation intérieure, alors que l'Espagne venait de perdre sa dernière colonie, Cuba, en 1898. Et ça a été un drame pour la nation espagnole. Un drame parce qu'en même temps, tous les autres pays européens consolidaient leurs empires coloniaux. Alors, l'Espagne a commencé par créer l'Institut national de colonisation pour recoloniser le territoire métropolitain. Parce qu'ils l'avaient abandonné alors que tout le monde était parti, enfin toutes les élites étaient parties en Amérique du Sud ou au Mexique. Alors je passe assez vite. On a créé des villages de colonisation et on a créé aussi les confédérations hydrographiques, notamment celle du Guadalquivir et du Guadalete, dont je vais parler un peu plus tard. Alors, la première solution qui a été envisagée par les paysans pour cultiver dans les environs de Sanlúcar, c'était les navassos. On va voir un schéma. Et puis, on a puisé dans la nappe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait remonter le sel dans la nappe qui venait du Guadalquivir et on ne pouvait plus irriguer, arroser les plantes avec cette eau salée. Alors, les agriculteurs de cette colonie ont lutté et en 86, ils ont obtenu une conduite d'eau qui venait de la réserve du Bercial, qui venait en fait du bassin versant du Guadalete. Mais ils avaient de l'eau sans pression. Oula, une minute, alors là, il faut que je fasse vite. Hein. Et donc, les paysans étaient obligés d'avoir des pompes de mise sous pression. Alors voilà les navassos, hein, ce sont des trous, en fait, où on décape le sol et on fait des talus pour protéger les plantes et pour que les plantes
et leurs racines qui plongent. Voilà un schéma de Navasso. Hein. Vous avez ici un puits, ici un autre puits, et puis les talus avec des plantations de figuiers de Barbarie souvent. Et ici la rampe pour pouvoir descendre. Et la nappe est là, et les plantes poussent ici, dans du sable. Bon, je vais très vite. Voilà quelques exemples de Navassos. Hein. Et ici, les diverses sources d'accès à l'eau. Je passe sur... Alors voilà, par exemple, les cultures sous serre qui sont arrivées un peu plus tard, les courgettes. Ici, les piquages des poireaux avec un doigt, comme ça. Voilà le schéma avec les barrages. On voit plusieurs barrages ici sur le Guadalete et sur le Barbate. Et ça, c'est ce qui permet d'irriguer ici à travers la réserve du Bercial, la Algaïda. Voilà la colonie de la Algaïda. La première colonie, c'est cette partie-là, 100 familles qu'on a fait venir du Pays Basque ou d'ailleurs en Espagne. Et puis ici, l'extension sur les marais, où on a été obligé de mettre du sable sur une terre extrêmement argileuse et donc imperméable. Impossible d'irriguer. Irriguer seulement avec... Alors voilà la réserve du Bercial. Voilà toutes les installations de pompage de l'eau. Je passe très vite. Les pompes, le canal. Ici, des réserves d'eau et les tuyaux. Alors, dans cette colonie agraire, il y a des milliers de kilomètres de tuyaux partout qui s'entrecroisent pour arroser. Pardon. Voilà la plantation des pommes de terre, les récoltes des carottes. Voilà. Alors, cette colonie, elle se trouve face au parc national de Doñana. Et les agriculteurs utilisent énormément de pesticides. Et ces pesticides, ils les pulvérisent avec une petite machine sous les serres, sans masque, sans gants, sans protection. Et évidemment, ils ont des problèmes de santé. Je vais en parler tout de suite après. Voilà, alors là, c'est juste pour une anecdote que je vais vous raconter après. Ici, il y a une réserve ornithologique. C'est en fait ici où on a extrait le sable pour étendre la colonie sur les marais. Et ici, c'est le parc national de Doña, que certains vont voir demain. Alors avec beaucoup d'oiseaux, des cerfs, des flamants roses et les lynx. Une famille de lynx. Mais pour les voir, les lynx, ça, il faut se lever de bonne heure. Voilà, encore le parc de Doñana, le plus grand massif dunaire d'Europe. Et ici, la procession de la Hermandad de Jerez, de la confrérie de Jerez, qui va au Rosillo, qui est un grand pèlerinage qui réunit 1,5 million de pèlerins chaque année. Voilà, bon, je passe très vite sur l'inégalité sociale à l'intérieur de la colonie, des petites propriétés, des grandes propriétés. Ici, la salinité de l'eau, selon dans le Guadalete, ensuite dans la colonie, etc. Ici, c'est le barrage du Portal qui permet de dériver l'eau du Guadalete vers le canal, mais quand il y a de grands coups de vent et une marée haute, l'eau salée passe par-dessus le barrage. Et donc, c'est de l'eau salée qui arrive dans les conduites. Voilà, alors, bon, je passe très vite là-dessus. Donc, la salinisation de l'eau, bon, ben, elle est claire. Les 22% des agriculteurs préoccupés par le problème de santé, si, voy a terminar, por favor. 49% des agriculteurs par inefficacité des pesticides, 25% de taux du cancer du côlon supérieur à la moyenne nationale. Vous voyez l'effet des pesticides sur la santé humaine. Et puis, bien sûr, les agriculteurs de plus en plus inquiets par le changement climatique. Bon, je passe sur tous ces schémas. Ici, c'est une famille, des enfants qui passent un produit toxique, le bromure de méthyle, pour éliminer les nématodes qui mangent les racines des carottes. Voilà, et bien sûr, alors après, les plastiques qui s'envolent, qui se cassent, parce qu'au bout de 2 ans, les ultraviolets et la température a brisé les plastiques. Et bien sûr, voilà, on en fait des tas de déchets, ou on les brûle, ce qui est encore pire. Voilà, et alors, tous ces produits sont vendus à prix des enchères, à prix descendant, et souvent, les agriculteurs qui ne maîtrisent pas les prix de leur production sont obligés de retirer leur lot et de les jeter. Voilà la vente aux enchères avec tous les produits. Et ici, les camions frigos qui partent vers l'Europe du Nord. Alors, il y a une très grande disparité sociale dans la colonie, des gens pauvres et des gens riches parce qu'ils se livrent à des trafics illicites de produits qui viennent du Maroc par le port qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Bon, je passe très vite là-dessus. Donc, c'est une eau qui structure fortement ces paysages. Les agriculteurs sont soumis à conditions du marché international, l'usage des pesticides, la rareté et la faible qualité de l'eau.
Une société pauvre dans une région maîtrisée par les grands propriétaires, grande inégalité de ressources, l'eau souvent utilisée à des usages non prioritaires, par exemple 15 golfs qu'on arrose dans la région, alors qu'il n'y a presque personne qui y va. Voilà. Donc, alors, les solutions, production d'eau salée, d'eau par dessalement de l'eau de mer, c'est une solution qui gaspille énormément d'énergie. Le recyclage des eaux usées, elle n'est pas utilisée dans la colonie, mais à proximité. Alors, les agriculteurs, pour eux, la colonie, ce n'est pas un paysage. Pour eux, c'est leur cadre de vie. Par contre, le paysage, ça pourrait être la Sierra ou Doñana, parce qu'on n'y travaille pas. Donc le paysage, en fait, c'est un endroit où on ne travaille pas, où on n'éprouve que du plaisir. Voilà. Et là, alors, quels moyens pour progresser? Alors, la participation. Il y a un centre de participation citoyenne, on voit l'affiche là, mais peu de gens y vont, et puis il y a beaucoup de conflits dans la société, parce qu'il y en a qui sont un peu plus riches que les autres, etc. La coopérative aussi, c'est pareil. Et puis les gens, voilà, ils disent, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est le fatalisme. Alors, je voulais juste conclure sur la culture de l'eau en Andalousie. Il ne faut pas oublier que l'Andalousie était colonisée par les sociétés du Moyen-Orient. Et je prends l'exemple des Khanats iraniens qui ont été cités tout à l'heure. Il se trouve que je suis allé plusieurs fois en Iran. Et voici le schéma d'un Khanat. Il y en a certains qui permettent, parce que quand on les voit d'avion, c'est des millions de trous partout sur les versants du désert iranien. Et il y a certains qui récupèrent la rosée de la nuit et qui permettent d'alimenter voilà, des grandes oasis. Par exemple, ce jardin de l'époque sassanide. Et ici, la noria, une noria, qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ici, le jardin persan de Séville, du XIe siècle, hein, qui n'est pas loin d'ici. Et ici, un jardin à Kashan, en Iran. Encore un jardin persan à Yazd des Shiraz. Et voilà. Et je vous remercie de votre attention. The next speaker is Mrs. Brigida Johnson. She's going to present us the case of a dam, which the presence has a relevant impact on a particular landscape. She will speak about the relationship between water, wood, iron production and people, and the challenges that a trade-off interests represent for landscape management. Thank you. And thank you for inviting me here to this meeting on ELC today, and also to this particular workshop. I've always had a special interest in social participation, and lately I was chair of an EU OMC group on participatory governance of cultural heritage, including 27 experts from 27 countries. And you can find our report on the EU Commission's webpage if you're interested. But today I'm going to talk about a classic drama starring water. And the tragedy in this is that iron production, being a story about hard, dirty and dangerous labor and big negative environmental impact, is a history we do not want to be connected to today in Sweden. So, another bad example from Sweden, this meeting. And I've been asked to talk about the cultural heritage of a small river in Örebro County. And this place is Järle. It's a place that has been used and inhabited for at least 600 years in connection with iron production. And this is not a picture of Järle. We will follow the water downstream, and finally we will come to Järle. And the owners today of Järle, they are the Swedish Environmental Protection Agency. They are planning to restore the stream, including changing the function of the dam, and I dare say that's not a good example. Järle is situated in Noraskog Bergslag. This is a mining and pig iron district since the early Middle Ages. And this landscape is a vivid example of the almost always imminent conflicts of interests and how these conflicts should not be treated. There is light in the tunnel, I must say, but this is anyhow a sad story.
And we will now follow the water as it flows down from the hills. This is a picture of Pershyttan. It's a village where the Bergsmän lived. It is protected as a culture reserve, and the surroundings there are peppered with iron ore mines and slag heaps, and the big, beautiful farmhouses belonging to the Bergsmän are scattered in between. And this place did not used to be green. It was black, of course, when it was in use. And places such as Pershyttan, they were built by these Bergsmän who lived in the vicinity of the furnaces and were also farmers. And the whole family was involved in this production, extracting iron ore, making charcoal, and finally pig iron in these furnaces. So they were free farmers and they were skilled craftsmen who paid taxes to the king. And some of them, as you can see here, they got wealthy. And this is Siggebyhyttan, a farm from 1790. And to the right, you can see the big hall where people were invited to festivities. And you can say that the Swedish economy relied on these Bergsmän and their iron production for 900 years. And today, the successful rhetoric of water restoration activists, they label this as, I quote, remains of unnecessary old infrastructure best removed. In the center of this landscape is a small wooden town of Nora. So you can say that Järle is just one of many small sites in this complex landscape where the components together tell this story about iron, water, wood, people. And finally, this is Järle, the last outpost of Nordaskog Bergslag. All the streams and lakes are dewatered through Järle. This place was protected in 1976 as a nature reserve, taking into consideration the both culture, historical, and natural values. And you can see the still water upstream and on the other side a noisy waterfall. And further downstream we find Järle Station from 1854, the first and oldest station building in Sweden, built to serve the first normal gauge railroad in Sweden. So to conclude, this is a complex landscape with many different components from 900 years. Before the Bergsmän, this was forests without farmers. And you can say that even Örebro Castle from the 13th century is part of this iron-producing landscape. And finally, this iron ended up in the European markets, building the European cities. And now over to something completely different, the EU Water Framework Directive. And I say it's been a destructive force in Sweden these last years. Not the directive in itself, of course, but a twisted interpretation of it. The power balance has been disturbed. Both social participation and public management has been biased to the nature side. All resources and means have been on the nature side. And as a matter of fact, no landscape perspective or strategy has been formulated. Administrative efficiency and fast results have been more important than to prepare and anchor the need to enhance the water quality. The actions of my museum started in 2016 when we attended a meeting in Järle. And it soon got obvious that it was already decided that this dam, as you see here, had to go. So this was the starting signal for us. We've written articles, we've had conferences, we are making a film, etc., etc. And when doing this, we have teamed up with the Örebro County Heritage Federation with 16,000 members. The role of my museum has been to lend an ear to those feeling unheard,
to give a voice to those feeling silenced, and to offer visibility to those feeling unseen, and in general to the other side. In my judgment, we haven't had any direct influence, but we helped, I believe, creating a feeling that it's possible to fight back and to influence the politicians. One explanation to this situation is that the overwhelming majority live in cities today. And to them, removing dams seems to be a good and even a noble thing to do. Another explanation might be new public management. To count removed dams is easy. To count effects of measures against acidification, etc., is difficult. So, of course, you do the simple thing. And from 2016, customary law did not any longer apply for dams. Owners of old dams then had to seek expensive permits. Civil servants, in cooperation with the nature side of civil society, that is, anglers and stream savers, now felt they had the carte blanche to tear out dams more or less as they pleased. And this, of course, caused strong emotions of injustice and perhaps even distrust between people and authorities. And I say this way of exercising public authority has had a negative impact beyond heritage and landscape. I began by saying there is light in the tunnel, and in the end, the politicians did listen. This year, a new paragraph in the law finally came into function, giving customary law a legal status comparable to permission. And even more important, the government and the parliament made it clear that the water management, just like all other management, has to be able to balance all dimensions of sustainable development that includes social and cultural dimensions. I will finish now. The morale of this story is that power tends to corrupt no matter how good the cause. Restoring streams is a good cause, and environmentalists involved in this are inspired by nature. However, believing I can do only good deeds, and I am the only one that can do good, is asking for problems. We must all keep to the cramped road. No one is immune. And finally, I hope this will lead to learning for the future, and I hope the ELC will be revitalized and used as inspiration for enhanced social participation in Sweden. Thank you. And now the last speaker, Mr. Alain Forsens, President of the French Federation of Mills Preservation Associations in France. The presentation has the subject Saving Mills in the Landscape. Bonjour. Je remercie tout d'abord Madame de Jampons et Madame Moller pour l'invitation pour la Société de sauvegarde des moulins. Voilà, je remercie également la ville de Séville et la région d'Andalousie pour la parfaite organisation de cette convention. Voilà, et nous allons parler aujourd'hui, enfin maintenant, des moulins. Alors, ce dont nous aimerions parler, ce sont des sites paysagers bien particuliers, puisqu'ils ne sont pas grandioses, mais ne laissent jamais indifférent. Ils provoquent toujours chez le passant une émotion intense, sinon ils n'existeraient pas. On ne les verrait pas, ce sont les moulins. Ils ont été construits par les hommes il y a fort longtemps. Les premiers datent du début de notre ère, la plupart du Moyen-Âge, donc avant que les hommes n'aient acquis l'arrogance technologique qui leur a permis de piétiner la nature en édifiant de grands barrages sur les cours d'eau. D'ailleurs, le petit ouvrage sur la rivière qui sert à alimenter le moulin à eau s'appelle un seuil.
l'endroit ouvert où l'on accueille les visiteurs dans une maison. Le seuil n'arrête pas l'eau, elle le franchit par-dessus. De ce fait, les moulins se trouvent sur des rivières modestes, pas sur les fleuves. Et s'il n'y en a pas deux pareils, c'est parce qu'il n'existe pas deux rivières identiques, ni même deux endroits identiques sur la même rivière. Les bâtisseurs de l'époque, armés de leurs seules mains, ont développé des trésors d'ingéniosité pour adapter le seuil sur la rivière, les canaux d'alimentation, les déversoirs, les canaux de débordement, les canaux de fuite, pour générer les quelques mètres de dénivelé indispensables pour que le poids de l'eau, en tombant, fasse tourner la roue et créer le mouvement perpétuel et infatigable avec, comme accompagnement, un chant unique, reposant, composé par l'écoulement de l'eau sur le déversoir, une musique liée au paysage qui impose la paix et la sérénité. Et naturellement, en créant cet environnement stable aux caractéristiques très variées, l'homme a permis le développement d'une flore très particulière, charmeuse et surtout fondue dans le paysage local. Les mots employés par la littérature pour décrire un moulin sont tout à fait révélateurs. Ils sont nichés au fond d'une vallée, dans un écrin de verdure où chantent les oiseaux. Aujourd'hui encore, les moulins ne se laissent pas voir facilement. On les découvre, source inépuisable d'inspiration pour les peintres, les écrivains ou le promeneur. Dès leur création au début de notre ère, les moulins font la une. Antipatros, un poète grec au 1er siècle avant notre ère, souligne que grâce aux moulins, les femmes vont pouvoir se reposer puisqu'elles n'auront plus à écraser le blé pour fabriquer la farine. Les moulins, c'est tout simplement la première invention qui a été reconnue comme participant à la libération de la femme. N'est-ce pas un symbole qu'il convient de conserver? Aujourd'hui, tout le monde a oublié que les 100 000 moulins répartis sur tout le territoire français ont contribué à mettre fin aux famines en fabriquant la farine de pain. Forcément, toute la population se rendait régulièrement chez le meunier pour y porter le blé pour être écrasé et produire de la farine. Ils apportaient également et échangeaient les nouvelles locales. Vous avez compris, nos moulins ont constitué le premier réseau social du monde et il a fonctionné pendant plus de 1000 ans. Je suis prêt à parier que ceux qui sont utilisés aujourd'hui ne fonctionneront jamais aussi longtemps et tomberont dans l'oubli total. Avec le temps, ce simple mouvement de rotation imprimé par la roue s'est transformé, grâce à l'ingéniosité populaire, en toutes sortes de fonctions pour répondre aux besoins de la société. Il suffit de pousser la porte du moulin pour découvrir toutes les astuces techniques que les ouvriers avaient inventées pour assouplir leur dur labeur. Les moulins se sont mis à broyer, à scier, à percer, à malaxer, permettant la fabrication d'un grand nombre de biens indispensables au confort de la population. Avez-vous pensé aussi que pour l'Europe, les moulins ont constitué... les moulins ont joué un rôle crucial dans la mesure où, à part le vent, la force hydraulique était la seule capable de créer du mouvement. Apparus partout en même temps, ils ont permis à tous nos pays européens d'avoir un développement pré-industriel quasiment synchronisé, facilitant finalement leur association le moment venu. Je suis persuadé que beaucoup pensent que les moulins, c'est beau, mais c'est du passé, bien dérisoire par rapport aux grands changements mondiaux. Mais parmi ces grands changements, nous en ciblerons deux, étroitement imbriqués: le réchauffement climatique et la pollution, dont l'impact sur nos sociétés, notre mode de vie sera implacable. Et c'est bien ce qui inquiète et mobilise un grand nombre de personnes dans le monde entier. Petit clin d'œil, cette activité pré-industrielle intense des moulins, étalée sur 10 siècles, s'est faite grâce à une énergie gratuite, renouvelable à l'infini. En effet,
La troisième révolution industrielle se fera sur les bases identiques à la première, celle des moulins, qui nous a permis d'hériter d'une planète en parfait état, alors que la seconde révolution industrielle, basée sur l'énergie fossile non renouvelable, mais qui a tant amélioré nos conditions de vie matérielles, a ruiné la planète en moins de 2 siècles. Tout le monde sait que quand M. Fournéron, à l'école des mines de Saint-Étienne, emballe une roue hydraulique et invente la turbine, il vient de révolutionner l'utilisation de la force motrice de l'eau. Associé à un générateur, tous les moulins sont aujourd'hui capables de produire de l'hydroélectricité, énergie renouvelable, qui, pour la France, qui a la chance d'avoir incroyable d'avoir beaucoup d'eau, ces micro-usines hydrauliques seraient en mesure de remplacer une tranche de centrales nucléaires et d'éviter l'émission de plus de 7 millions de tonnes de gaz à effet de serre, avec un sérieux avantage par rapport aux autres sources d'énergie renouvelable, une durabilité de presque un siècle et une absence d'atteinte à nos paysages. Même si tout cela paraît évident, il faut rappeler que cette énergie électrique est produite avec une technique dans des bâtiments qui, tout au début, servaient à écraser le blé. Les bâtisseurs de l'époque n'avaient pas imaginé non plus que les moulins pouvaient être le support d'autant de services écologiques puisqu'il n'y avait pas de pollution. Les chercheurs de nos instituts ont en effet découvert que pour que les processus biologiques d'auto-épuration de l'eau se mettent en place, il faut que l'eau ralentisse dans la rivière. Et que fait le seuil? Il ralentit l'eau. L'eau qui sort du moulin est plus propre que celle qui rentre. Sachant qu'ils sont disséminés sur tout le territoire, on peut aisément imaginer que cet impact est important dans nos rivières polluées par des nitrates, le phosphore et certains pesticides. Tout aussi important, la présence de ces seuils augmente la masse d'eau de la rivière, diluant les pollutions présentes et réduisant ainsi leur toxicité. Les bâtisseurs de moulins ne pouvaient pas non plus savoir qu'à cause du réchauffement climatique, il n'existait pas, toutes ces petites retenues d'eau le long du cours de la rivière allaient permettre de fournir l'eau nécessaire aux activités agricoles et à la survie de la faune aquatique, notamment durant les terribles périodes de sécheresse qui frappent l'Europe quasiment chaque année maintenant. En revanche, il est probable qu'ils avaient bien compris que tous les seuils permettaient de ralentir et désynchroniser les écoulements des bassins versants, limitant les inondations et donc sécurisant les villages riverains situés en aval. Sinon, ce n'est pas en les reconstruisant après des recherches historiques que les habitants de Pickering, dans le Yorkshire, en Angleterre, auraient mis fin aux inondations qui les frappaient régulièrement. Bien entendu, l'association stable de l'eau avec une végétation particulière a permis à chacun des écosystèmes du moulin d'héberger et surtout de protéger une biodiversité tout à fait exceptionnelle qu'il convient de sauvegarder. Compte tenu des menaces qui pèsent actuellement sur la faune et en particulier la faune aquatique, nos poissons, quels qu'ils soient, ne survivent pas plus de quelques minutes sans eau. Un détail qui paraît totalement surréaliste en matière de changement climatique, quand on pense que les 4 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Au début, un groupe d'hommes munis de pelles de pioche de clous construisent un moulin pour fabriquer de la farine et alléger les femmes d'un dur labeur. 1500 ans plus tard, les mêmes moulins fabriquent toutes sortes de produits alimentaires manufacturés pour la plus grande satisfaction d'une société en plein essor. 1800 ans plus tard, ils sont abandonnés. Car il est tellement plus facile de fabriquer la même chose plus rapidement en s'appuyant sur les énergies fossiles. 2000 ans plus tard, on se rend compte que les mêmes moulins sont capables de participer à la sauvegarde de la planète en protégeant la faune animale, végétale, en nettoyant l'eau, en fournissant l'énergie propre et en sécurisant les activités agricoles. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que les moulins participeront à la résolution du problème.
Il y a deux façons de rétablir la circulation des poissons dans une rivière. Soit on détruit tous les ouvrages, et alors les poissons se déplaceront, mais le risque d'assèchement total est très important, et la pollution s'écoulera directement vers la mer. Ou alors, on construit un dispositif de franchissement, comme le prévoit la loi, ou alors, on construit un dispositif... et le moulin conserve tout son potentiel en termes de services écologiques indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique. Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors que le gouvernement incite justement, à juste titre, tous les habitants à faire des efforts pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, combien de siècles de bicyclettes faudra-t-il pour économiser autant de CO2 qu'un petit moulin ? Mais il ne s'agit pas de n'importe quel outil. Il s'agit aussi du troisième patrimoine de la France. Un patrimoine paysager, de paix, de labeur, d'ingéniosité et de services rendus à la société. Si jamais une telle frénésie destructrice se produisait dans un pays quelconque déstabilisé, nos médias, nos gouvernements se seraient emparés de l'affaire et clameraient leur indignation. En France, les moulins, patrimoine culturel et immatériel, fondement de notre société, restent les protecteurs des paysages. Je vous remercie.